qui est le premier accélérateur de start-up qui a été créé il y a 2 ans. Bonjour à tous, du coup aussi, moi je suis Solène Kostopoulos, donc je dirige le bureau parisien d'une agence digitale lilloise qui s'appelle Nice to Meet You. Bonjour à tous, moi je suis Samuel Cohen et je suis l'heureux fondateur et dirigeant de la société B2B Entraide, qui est une plateforme online qui organise de l'échange de marchandises et de services du barter. Et bonsoir à tous, je suis Quentin Fechter, donc le cofondateur de Borderline, qui sont des jeunes boissons créatives qu'on a lancées il y a 3 ans. Voilà. Alors, on vient de parler là, toute la journée de qu'est-ce qu'on pouvait bien faire en communication. On a abordé énormément de choses entre la relation presse, la relation publique, le digital, etc. Plein d'idées. Et donc du coup, je suis sûre que les gens se disent « Ok, je vais faire tout ça, mais alors où est-ce que je vais trouver le temps et combien ça va me coûter ?» Donc il y a plusieurs possibilités, on peut internaliser, externaliser, il y a toujours des coûts en plus supplémentaires quoi qu'on fasse. Si on commence peut-être par Quentin, vous avez choisi d'internaliser, tu peux nous expliquer ce choix et comment ça se passe? Alors ça remonte effectivement à 2010, quand on s'est lancé, on avait très peu de moyens et l'essentiel de nos moyens, on les a consacrés à la partie commerciale, qui était un peu le nerf de la guerre chez nous. Et du coup, on s'est retrouvé avec quand même le besoin de simplement de créer notre image, notre charte graphique, les packaging, etc. Mais dans tout le modèle qu'on avait, ce créneau-là, c'était vraiment très réduit au niveau budgétaire. Du coup, on a pesé plusieurs options. Et la première qui était celle de faire participer une agence. On a très vite vu que dans les briefs qu'on lançait, les budgets étaient vraiment très élevés rapidement et complètement hors budget pour nous. Du coup, on a fait, en fait, c'est un peu un mix des deux. On a simplement dit, voilà, on a une enveloppe de 5 000. On a fait un appel à 10 agences au départ et on a pris celle qui, d'un point de vue qualité-prix, était le plus intéressant. Et du coup, je disais dans le mix, la deuxième partie, c'était nous. On avait quelques connaissances, quelques capacités, et quand on se lance aussi, on a des entourages, des choses et d'autres, avec plein de personnes qui bossent dans la com, qui peuvent être freelance ou autres, à qui on peut demander service. Et du coup, c'est un petit peu comme ça qu'on a construit au départ notre budget communication. Élise, toi qui vas beaucoup de startups au camping. C'est vrai qu'en fait, donc aux startups, on sélectionne tous les 6 mois 12 startups qui sont en seed, donc très jeunes, et qui n'ont pas encore levé de fonds. Elles sont obligées de se poser la question comment je vais faire pour atteindre les journalistes, comment je vais faire pour faire une com, avec très peu de moyens. Si on positive ça, c'est plutôt compliqué, c'est-à-dire qu'on n'a pas de moyens pour faire des grandes choses ambitieuses. Si on positive ça, on se rend compte que parfois, moins on a de moyens, plus on devient créatif. Donc il faut pas se démoraliser du fait de ne pas avoir de fonds en disant mince, je ne vais pas pouvoir passer par une agence qui va faire le travail de manière pro. Et il faut réaliser qu'en fait, il y a plein de petits moyens de s'en sortir. Type, prendre des stagiaires. C'est un peu hard de dire ça, mais le stagiaire va apprendre énormément, donc pas de complexe, vous êtes là pour monter votre boîte, pas pour faire du social. Donc prendre des stagiaires, des gens qui sont motivés, qui vont apprendre plein de choses, et vous concentrez-vous sur votre cœur de métier. Donc tout ce que vous pouvez déléguer, stagiaire. Il y a plein de gens qui sont prêts à vous aider. Nous, on travaille au camping avec des bénévoles, avec des tout petits budgets, on a été capable de faire des événements hyper sympas avec 500 personnes, et parfois même on se rend compte que quand le budget est plus gros, l'événement est moins bien. Donc ça veut dire qu'il est moins bien parce qu'on va externaliser à des gens qui ne comprennent pas, qui n'ont pas la passion, qui n'ont pas le cœur, qui n'ont pas le bon message, qui font ça de manière fade, parce qu'ils sont consultants, quoi. Ils sont consultants et ils ne sont pas animés par vous, ce qui vous anime chaque jour. Donc voilà, c'est... Et donc justement, quand on a des stagiaires en permanence, les stagiaires ils changent tous les 3 mois, tous les 6 mois, il y a potentiellement des périodes de creux dans l'année, parce qu'il n'y en a pas tout le temps. Comment on gère, par exemple, Quentin, le fait d'avoir un changement quand même assez régulier de stagiaires? Est-ce que tu arrives à garder quand même une ligne directrice qui est bien menée? Est-ce qu'il n'y a pas trop de problèmes, genre, je sais pas, de ton de la communication qui change à chaque fois qu'il y a un changement de stagiaire ou autre?
Alors, je vais juste rebondir sur un tout petit point que tu as dit qui est très important, c'est qu'effectivement, quand on cherche des gens avec qui travailler, peu importe le domaine, peu importe le coût, le budget, etc., quand on est une jeune start-up, il faut s'entourer de personnes qui vont être plus que simplement des agences lambda ou des clients lambda. Il faut leur faire passer le message de notre start-up et s'entourer de personnes qui vont comprendre cette aventure, nous accompagner et du coup qui vont devenir plus que des simples clients, des partenaires. Et c'est comme ça justement qu'on arrive à donner du sens à tout ça, voire avec des tout petits budgets ou sans budget, des beaux événements parce que les personnes y croient, parce que les personnes vous suivent. Et ça, c'est très très important. Et c'est comme ça par ailleurs qu'on apprend à être CEO. Parce que c'est en allant tous les jours, finalement en bootstrappant pendant 6 mois, pendant 1 an, que petit à petit on grandit et on apprend justement à savoir notre ambition de fond, on s'affine, chaque jour c'est un peu mieux, convaincre un stagiaire qui reste et qui va rester, qui va donner du temps libre sans même être payé, c'est déjà un exercice important pour une jeune boîte. Et du coup, c'est vrai que pour les stagiaires, bon, c'est certain que l'aspect financier, je pense qu'il faut c'est quelque chose, nous on est assez transparent dans notre recrutement, parce que on estime que justement, c'est un petit peu, quand on est une start-up, et je pense qu'en plus c'est assez générationnel, on aime la transparence, on est dans une société aujourd'hui, on a envie que les choses soient claires, et du coup quand on recrute, clairement on établit les choses d'entrée, on répond en amont aux questions qui pourraient se poser, notamment l'aspect financier, parce que c'est important quand même pour eux, surtout si on se remet quelques années en arrière pour certains qui sont passés par là quand ils étaient stagiaires, je sais c'est très compliqué parce qu'on ne pense pas toujours à se dire tiens je vais bosser dans une start-up parce que ça va apporter quelque chose, mais on se dit tiens eux ils m'offrent tant, pour mon CV ça va peut-être plus sympa d'être dans une belle boîte. Donc ça, il faut expliquer, il faut éduquer, et une fois de plus, il faut dès le début faire un petit peu de la promotion de l'esprit entrepreneurial, de l'esprit start-up, et de leur dire voilà dans quoi ils s'engagent pour 3 mois, pour 6 mois, et leur montrer tout ce que ça peut leur apporter. Et justement, dans tout ce que ça peut leur apporter, et dans cette éducation qu'on commence à faire dès les entretiens, parce que c'est dès l'entretien qu'on parle de notre boîte, qu'on communique et qu'on donne une certaine image de la boîte parce qu'après ils vont en parler, qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas. Et c'est dès ce moment-là qu'on construit un petit peu, comme pour reprendre ce qui était dit dans la conférence juste avant, les guidelines qui après peuvent être sur l'achat graphique, sur la vision, sur les valeurs, etc. qui ensuite doivent être répétées de manière assez fréquente dans les réunions pour toujours les maintenir dans cet esprit-là. Je pense que quand on le voit comme ça, effectivement, c'est la bonne vision. C'est-à-dire qu'un stagiaire, c'est un investissement. On perd du temps. On investit du temps sur lui. Donc on a envie qu'à un moment, ce temps aussi porte ses fruits derrière. Donc effectivement, par contre, il ne faut pas qu'il y ait d'abus des stagiaires, ce qu'il peut y avoir sur certaines. Et puis même, je dirais qu'il peut y avoir des risques. En fait, à contrario, quand on voit une équipe au camping, j'en vois, ils sont ok, salut, on est une équipe, on est 2 cofondateurs. Et là, les 8 personnes que tu vois, ils sont tous stagiaires. Ok, très bien. Et en fait, ça engendre quoi? Le fondateur doit manager toute cette équipe. Le fondateur a en général 24 ans, donc une expérience de management qui est à peu près proche de 0, et se retrouve à devoir manager 8 personnes, ce qui est hyper compliqué. Et manager à 24 ans un mec de 22 ans, quand on fait globalement qu'à sa tête, qui se dit ah c'est bon, je suis à la cool, voilà, c'est aussi d'autres choses qu'il faut prendre en compte. Donc il faut rester un peu modéré. La magie des startups, je pense que c'est justement le fait de créer quelque chose à partir de 0 et de faire croire des gens autour de ce projet. Donc je pense que là, ce qui est intéressant par rapport à des stagiaires et même par rapport à toute une team qu'on va constituer pour faire notre société, c'est justement le fait de faire croire à un projet et à un moment aussi essayer de motiver autour d'un projet commun avec un objectif. Je reviens juste sur un sujet que tu disais au début justement sur le fait d'internaliser. Je pense qu'avant tout, il faut avoir un objectif et il faut être clair dans sa tête. C'est-à-dire que quelques malaises qu'il peut y avoir avec certaines agences qui ont des prix un peu exorbitants ou qui peuvent avoir des prix un peu exorbitants, c'est parce que aussi certains clients arrivent, clairement ils ne savent pas ce qu'ils veulent et ils pensent à un projet dans leur tête qui n'est pas clair et ils ont un prix par rapport à ce projet. Très souvent ils tombent des nues parce que quand il y a des agences, il va y avoir les petites, les moyennes et les grandes agences, les prix peuvent varier du simple au double.
Je pense qu'avant tout, il faut avoir un projet, limite presque pour une agence en amont, pour aider à éclaircir son idée et avoir un objectif. C'est vrai que c'est... je réagis à ce que tu dis parce que je trouve ça très vrai. C'est un peu une fuite en avant parfois dans la façon dont on se comporte avec les agences, aussi bien de RP, de communication et de design, en se disant ils vont tout régler à ma place, alors qu'en fait on a un tas de problèmes identitaires à régler soi-même. Et la réponse, qui je suis, qu'est-ce que je veux, quelle est mon ambition, il n'y a que vous, le CEO, le fondateur, qui pourra y répondre. Donc inutile de se dire que c'est l'agence qui va pouvoir y apporter une réponse. Clairement. Oui, et accessoirement, avoir une agence n'empêche pas d'avoir du travail chez vous. Il y a Clément qui en parlait ce matin à la toute première conférence. Parce que clairement on est leur agence, on passe beaucoup de temps sur eux, et ça n'empêche pas qu'ils y passent un temps fou aussi, parce qu'il faut bien qu'ils répondent à nos questions, il faut bien qu'ils corrigent et qu'ils valident nos documents, il faut bien qu'ils aillent faire les interviews qu'on leur donne, et parfois on entend d'ailleurs certaines startups nous dire bon bah je vais faire des relations presse, mais j'ai très peur de parler à un journaliste, donc surtout je ne veux pas parler aux journalistes, ok ? Et on a une start-up il y a quelques semaines qui nous a disputé parce qu'elle disait mais je comprends pourquoi vous voulez pas faire l'interview à ma place. Et je me disais mais qu'est-ce que la start-up ne comprend pas en fait dans l'interview doit être faite par la start-up. Donc c'est forcément très chronophage à la fois d'avoir une agence parce qu'il faut bien sûr l'encadrer, donc internaliser avec un stagiaire ou un salarié n'empêche pas forcément d'avoir une agence en externe. On avait le cas de Airbnb jusqu'alors qui disait qu'il y avait quand même une agence dans chaque pays. Tout comme internaliser nécessite quand même un certain accompagnement et effectivement de manager des personnes, stagiaires ou salariés, qui peut effectivement s'avérer assez complexe. J'aimerais bien avoir l'avis de Quentin dessus, sur bien évidemment la solution et qu'on rencontre au quotidien et à laquelle oui, faites-le, il n'y a pas de problème, prenez des stagiaires, mais vos stagiaires sont là aussi pour apprendre. Il y a une certaine difficulté effectivement à attirer des stagiaires en communication et vous n'allez pas pouvoir leur répondre à leurs questions. Quand il va dire mon communiqué de presse il est bien ou qu'est-ce que je vais écrire dans mon communiqué de presse et que tu vas lui dire bah je sais pas, ou alors qu'il va envoyer un communiqué de presse que vous allez vous regarder tous les deux dans 2 semaines après, bah pourquoi il n'y a pas eu d'impact? Bah je sais pas, et toi tu sais? Non plus. C'est un peu galère, donc il faut aussi penser à ce type d'aspect, c'est que vous êtes aussi là normalement pour encadrer votre stagiaire et répondre aux questions. Ce qui peut faire aussi ce qui peut aussi expliquer qu'en tant que start-up, vous aurez du mal à attirer certains stagiaires si vous ne pouvez pas les encadrer, ou alors vous avez intérêt à trouver des stagiaires qui sont en fin d'études, qui sont potentiellement embauchables ou pas, enfin après faites ce que vous voulez, mais qui n'en sont pas à leur première ou à leur deuxième expérience et qui vont pouvoir répondre à ces questions à votre place, et surtout qui sont prêts à ne pas recevoir de réponse de votre part. Après, il faut aussi éviter un excès. Ces derniers temps, il y a plein d'annonces de stagiaires. Limite, en fait, si on lisait cette annonce, ce serait un stagiaire avec un bac plus 10 et avec 30 ans d'expérience. Donc du coup, c'est un peu difficile aussi de trouver ces profils. Je pense qu'un stagiaire vient pour se faire aussi apprendre, et un stagiaire aussi peut nous servir, comme je disais justement au début. Nous, on commence un projet, c'est un projet de business, donc on a envie que ça marche, on n'a pas forcément les moyens. Mais en même temps, on peut se servir aussi des stagiaires pour les former, essayer de profiter de leur expertise et qui profitent des nôtres. Et justement, je pense que c'est le match des deux qui fait qu'on va le monter vers le haut. Limite, il va même nous monter vers le haut, certains. Mais c'est vraiment hallucinant, dernièrement, les offres qu'il y a sur des stages qui sont, limite, c'est 30 ans d'expérience derrière et puis 50K de budget de salaire. Donc c'est vraiment assez impressionnant ce gap qu'il y a entre ce qu'on recherche et vraiment ce qu'il y a dans le marché. Je trouve que c'est pas forcément récent. Moi, je trouve que ça fait 4 ans qu'on est dans le milieu de start-up. J'ai toujours vu des annonces de stage. On cherche des personnes très qualifiées, ça ne me choque pas. Pour moi, dire qu'un stagiaire ce n'est pas un emploi déguisé, c'est n'importe quoi. Un stagiaire c'est forcément un emploi déguisé. Faut arrêter. Voilà, il n'est pas juste là en train de regarder ce qu'on fait. Bien évidemment, il est là pour bosser. Après, effectivement, il faut avoir juste conscience de le stagiaire, c'est pas forcément tout faire, quoi. Donc, et arrêtez de croire que parce que vous allez avoir un stagiaire, tout va se décanter dans votre boîte, quoi. Moi, pour intervenir sur la thématique, B2B Entraide, on travaille pas mal avec des stagiaires depuis le lancement, puisqu'on avait un gros travail de prospection commerciale, un peu comme vous,
j'imagine. Et c'est vrai que faut galvaniser, il faut éduquer systématiquement, il faut essayer de lui faire partager les mêmes sensibilités que nous, entrepreneurs, qui sommes prêts à travailler jusqu'à très tard le soir et arriver en premier le matin pour être sûr de leur dire c'est la direction à prendre, et ils sont beaucoup moins payés et du coup par définition un peu moins motivés. Donc c'est un travail du quotidien. Attention, ils sont peut-être payés alors que vous pas. Ouais, aussi. Et par contre, c'est vrai que là maintenant on a un peu changé de cap. De toute façon, je privilégie quand même des candidatures de stagiaires qui sont en fin d'études, parce que derrière il y a un boulot, il y a un investissement plus conséquent dans la boîte et on peut compter sur eux pour le plus long terme. Je pense que, nous depuis le départ, quand on recrute, on leur fait comprendre que on cherche pas, parce que le mot stagiaire, j'ai toujours trouvé ça un peu dégradant. Donc nous, quand on recrute et après, quand ils sont avec nous, on leur dit voilà, vous êtes plus que des stagiaires. Et on essaye de leur montrer au quotidien en leur donnant beaucoup de responsabilités, beaucoup d'autonomie, mais en essayant toujours de les accompagner. Et du coup, ça revient un petit peu sur la thématique de comment manager des équipes. Et comment faire quand on n'a pas forcément les connaissances dans certains domaines précis. Nous, au départ, on avait des stagiaires de 2-3 mois pour, entre guillemets, se dire on va se faire la main. Parce qu'on n'y connaît rien en management. Et du coup, bienvenue dans le merveilleux monde des startups et des jeunes startups quand on sort de nulle part, c'est que c'est empirique comme tout, donc il faut apprendre. C'est aller sur le terrain, ça veut dire manager, commencer à apprendre à manager, faire des erreurs, se planter. Il y en a avec qui ça va très mal se passer, d'autres avec qui ça va bien se passer. Mais chaque fois que, par contre, on avance, ce qui est important, c'est de garder en tête toutes les erreurs, les choses positives qu'on a pu faire. Et du coup, au fur et à mesure, nous, on a augmenté nos périodes de stage. On a fait des premières périodes on travaille sur des périodes de 6 mois avec nos stagiaires maintenant. Et la première session de 6 mois, ça a été quelque chose d'important pour nous. Et on a eu tendance à être un petit peu trop friendly avec eux, un peu trop proches, amis. Et puis la deuxième session de 6 mois, on a essayé de corriger ça. Et donc là, on est peut-être allé un peu trop dans le sens inverse. Et là maintenant, je pense qu'on arrive à trouver un certain équilibre à tout ça. Et au final, je pense que la mayonnaise prend parce que on partage tous un petit peu cette même vision et façon de faire, mais on est encore loin de manager de façon optimum tous nos stagiaires. Mais on essaye tout le temps de les intéresser, de les faire venir comprendre qu'ils sont plus que les stagiaires. Je suis revenu aujourd'hui avec Candice, qui est notre nouvelle stagiaire. Et on essaie de les emmener dans ce genre d'événement. Ça passe aussi par ça pour leur montrer qu'ils ne sont pas des simples pions et qu'on va faire bosser comme ça de temps en temps. Nous, notre plus belle fierté, c'est quand ils vont réussir à faire des choses par eux-mêmes, intraprendre, on les force à entreprendre au sein de notre société parce qu'ils sont plein de fraîcheur, plein de nouvelles idées. Il faut les voir comme ça, quoi. Il ne faut pas du tout les voir comme des larbins ou autres. Comme ça, je pense que c'est évident. C'est évident, et donc du coup, toi, tu es dans l'expérience, vous fonctionnez beaucoup comme ça. Est-ce que faire appel à des stagiaires, malgré les inconvénients qu'on a cités, est quand même utile et bénéfique au sein de ta société, ou est-ce que au bout d'un moment, je sais pas, mettre un salarié en fixe qui serait aidé par ces stagiaires ne serait peut-être pas plus utile? La question, c'est quand même qu'au début, tu n'as simplement pas le choix. D'abord, tu n'as pas le choix, donc tu bootstraps, et un stagiaire, c'est mieux que rien, parfois. Après, c'est clair que sur le noyau dur de l'équipe, celle qui va porter le projet, évidemment, là, il ne s'agit pas pour une vision qui est un minimum durable. Tu as quand même 3 personnes qui constituent une équipe et qui doivent, eux, la question ne se pose même pas, parce qu'à la limite, ils ne sont même pas salariés, parce que c'est des entrepreneurs, quoi. Pourrait le devenir sur le long terme, justement. Après, c'est ça ce qui serait la finalité logique, si on arrive à bien les former et à ce qu'ils donnent le meilleur, pas qu'avant, mais aussi après. En fait, le noyau dur et ce qu'on a tous en commun en termes de start-up, c'est qu'on doit trouver un système D, et ce système D, il peut très bien se passer par une mise en réseau, parce que vous avez, au moment de vous lancer, plein d'amis qui sont graphistes, ou un ami qui est une star du référencement, ou un oncle qui organise des salons professionnels et qui peut vous laisser un stand à un moment donné. Et c'est vrai qu'après le levier
première embauche dans le développement d'une startup, il est toujours hyper stratégique, hyper important, etc. Donc c'est effectivement important d'avoir une première expérience de management en arrivant à fédérer une équipe, à apprendre de l'équipe d'une part, mais aussi sur soi beaucoup. Et puis ça peut être surtout franchement très utile. Moi j'ai un stagiaire qui vient d'arriver, Alexandre, qui finit son stage en 3 semaines, et je suis très peiné parce qu'il a bien travaillé. Il a pu voilà, porter la parole quand moi j'ai d'autres choses à faire et se rendre hyper autonome et efficace rapidement. Par exemple, on a eu un stagiaire pendant 15 jours au camping. Je veux dire, on l'a fait travailler super dur, mais à la fin, il y a quand même des super beaux challenges. C'est-à-dire qu'on avait une session d'information parce qu'on recrute en ce moment les startups de la saison 5. Donc tous les 15 jours, il y a une 60aine de personnes qui viennent au camping pour avoir des infos sur le camping, le programme, et il a présenté le camping à ma place. Au déjeuner, à midi, il m'a dit allez, chiche, je le fais en rigolant. Je lui ai dit mais super idée, go. Il a stressé toute l'après-midi, il a fait une présentation du camping devant 60 personnes. Il était comme un fou après. Donc je pense que c'est aussi des petites choses comme ça qui fait qu'un stage dans un environnement pareil est peut-être plus marrant. Ou pas d'ailleurs. Donc du coup, Samuel et Quentin, donc faites appel à des stagiaires. Il y a des frais annexes autour en communication. Quel type de budget vous avez à l'année ou au trimestre en termes de communication avec lequel vous arrivez à vous débrouiller pour essayer de donner des exemples budgétaires? Alors là, on passe sur un autre chapitre que la partie stagiaire. Ouais, budget, la partie communication et budget. Nous, en fait, à B2B Entraide, pour vous expliquer très brièvement, et je pense que Quentin doit un peu faire des échanges, nous, on a créé un réseau social d'entreprise, un réseau d'affaires online. Donc l'inscription sur notre site se fait gratuitement et confidentiellement. Les entreprises renseignent leurs offres et leurs besoins. Et par rapport à cela, on va les orienter vers des échanges, donc du troc moderne, de pouvoir utiliser leur cœur de métier, donc à des coûts qu'elles maîtrisent. Donc si c'est une entreprise de produits, ses stocks. Si c'est une entreprise de service, si c'est un avocat ou un expert comptable et qui ont la capacité de prendre un nouveau client, donc sa capacité disponible, et de l'utiliser comme un levier de paiement pour financer des services ou des produits. Et ce qu'on fait assez facilement et assez fréquemment, c'est d'organiser des échanges entre des sociétés qui n'ont pas des gros budgets de communication et des médias. Je prends un exemple très rapide. On a une société qui fait des applis mobiles et on l'a mis en relation avec un média qui s'appelle Courrier Cadre, qui est un média très B2B, qui avait bien pris le virage du web et qui s'était constitué un portail online, mais qui n'avait pas d'appli mobile, et c'était assez important pour lui d'avoir une appli mobile. Donc on les a mis en relation puisqu'ils se sont rencontrés via notre place de marché sur la plateforme. La société a fait l'appli mobile pour le média, et en échange, elle a eu une campagne de publicité sur ce média, donc avec de la publicité. C'était vraiment là, une façon de communiquer sans sortir de budget, sans avoir à puiser dans son budget de trésorerie, comme on l'a dit, qui est souvent assez faible lors d'un lancement, et de vraiment utiliser son cœur de métier pour financer cet achat d'espace, si bien que cette société était assez satisfaite. Donc on l'a par la suite mis en relation avec une autre société qui vend de la base de données B2B, parce que voilà, c'est une société, l'agence de développement d'appli, c'est 4 personnes, 3 grecs geeks qui plairaient beaucoup à Elise, parce qu'ils sont vraiment tech, et un business développeur, mais qui était pas très armé commercialement. Donc pareil, ils ont mis en place une appli mobile pour un gros site B2B, un annuaire d'entreprise, et en échange, ils ont pu bénéficier d'une grosse opération d'emailing. Donc ça, c'est ce type de réciprocité. Il faut y penser quand on est une startup et qu'on n'a pas beaucoup de budget de communication, puisque vous avez quand même un asset principal, un actif principal, qui est votre produit ou votre service, et si vous y croyez, via B2B Entraide, nous on peut vous aider à le vendre à des médias en échange d'une campagne publicitaire. Je ne sais pas si toi tu fais un peu ce type d'échange marchandise. C'est vrai qu'on n'a pas encore tu parlais de la trésorerie, c'est malheureusement quelque chose de toujours très serré. En plus, nous on est dans l'agroalimentaire, donc c'est des petites bouteilles, c'est des boissons, donc c'est par rapport à tout ce qui est service web ou autre, c'est beaucoup plus long-termiste, c'est des croissances qui au départ sont beaucoup plus faibles, et c'est pour pérenniser le truc, c'est vraiment challenging. Mais du coup, c'est vrai qu'on n'a pas de budget de communication
à l'année pour faire des campagnes de com ou des trucs ou des choses comme ça. C'est vrai que on a essayé de se dire bon allez on fait parce qu'on vient de différents milieux. Moi j'étais avant je bossais dans la publicité donc j'étais là tout fringant, ah, cool, je vais faire des petits plans médias, ça va être génial, j'adore ça, c'est super, des PowerPoint. On apprend vite à plus faire tout ça parce qu'on n'a plus le temps. Et les plans médias, on voit vite que c'est très compliqué parce que c'est très dur de se projeter. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? La communication, pour nous, ça passe beaucoup par des outils d'aide à la vente, des choses comme ça. Donc c'est une fois de plus relié à la partie commerciale. Donc on favorise ce genre de choses. Ça va être beaucoup de print, de choses comme ça que l'on peut quantifier, budgéter. Et sinon, effectivement, pour émerger un petit peu en notoriété, en image et faire un petit peu de publicité, on fait beaucoup de partenariats. Donc c'est exactement ce qu'il disait. Nous, on a la chance d'avoir un produit. Donc ce produit-là, il peut se monnayer contre des échanges de visibilité ou autre. Et encore, au départ, quand on s'est créé, on en faisait beaucoup. On disait, ah bah ouais, super, un événement par-ci, un événement par-là, une ouverture de concept store, un article ici, bon bah on va filer plein de produits et c'est génial. Et on a très vite vu que ça nous plombait la trésorerie aussi. Donc on a été obligé de réduire ces échanges-là et maintenant on met en place notamment c'est Candice qui s'occupe de ça. On met en place vraiment des événements, des partenariats bien ancrés. On explique tout simplement ce qu'on peut offrir, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Et voilà, si certains ont envie de jouer avec nous, ils jouent avec nous. Et voilà, avec ça, on a fait par exemple les 25 ans de Paris Première au Grand Palais. On a beaucoup accompagné Colette dans pas mal d'événements, notamment leurs 15 ans aux Tuileries. On a fait des choses et d'autres avec TF1, avec M6, donc ça c'est pour les plus connus, mais on fait également des petites ouvertures de concept store, voilà, plein de choses diverses et variées, et ça participe finalement à notre notoriété, à notre communication. Et là c'est sans mentionner évidemment tout ce qui est réseaux sociaux, parce que je pense que c'est clair dans la tête de tout le monde, communiquer aujourd'hui c'est plus facile qu'il y a 10 ans, parce qu'il y a plein de réseaux et de médias gratuits. Ok, oui, non, ma question était, est-ce que le budget annuel dans vos startups correspond par exemple à 5 000 €, soit le prix d'un stagiaire par mois pendant 12 mois, voire 0 parce que les stagiaires ne sont pas payés, voire je sais pas, 6 000 € parce que les supports print, etc. Enfin, j'englobe tout, on est bien d'accord qu'on ne fait pas de pub encore à l'échelle startup, sauf quand on fait appel à Samuel pour faire de l'échange, mais en gros, quel est le type de budget que vous consacrez, que ce soit par la rémunération de stagiaire ou autre, pour essayer de donner quelques chiffres quand même de ce qu'on pouvait investir, enfin c'est confidentiel. Nous alors on avait pris une agence de relations presse au lancement parce qu'on avait fait une étude de marché sur le troc interentreprise et le barter, c'est le nom des échanges de marchandises et de services entre entreprises. Et on avait eu 86% des dirigeants de PME qu'on avait interrogés qui ne connaissaient pas l'échange. Et du coup, on avait un besoin de faire connaître justement notre service. Et du coup, on a pris une agence de relations presse c'était avant le lancement, donc j'ai pu en interroger, en voir 6, 7, 8. Et on a pris une qui était la moins chère et qui paraissait la plus sérieuse, donc ça coûtait environ 1 000 € par mois. Si mes souvenirs sont bons, en plus on avait bénéficié d'une aide à ce moment-là. Et puis on a gardé des très bons termes avec cette agence, puisqu'on lui ramène très fréquemment des clients. Et du coup, il continue à aussi nous aider un peu dans les communiqués de presse et autres à relayer. Et on a surtout un service qui plaît beaucoup aux journalistes, puisque c'est assez innovant, c'est un réseau social, c'est une nouvelle solution un peu miracle anti-crise. Donc souvent, dans le contexte économique actuel, les journalistes aiment bien publier quelques news. Et sinon, en termes de budget, moi sur mon effectif de stagiaires, il y en a certains qui font aussi un peu qui sont à l'aise avec du web marketing, qui font un peu des publications sur les réseaux sociaux et qui gèrent un peu aussi cette image de slide. C'est 500 € pour un stagiaire et après en budget print lycée moyen sur l'année on va être à 500 par mois à peu près quoi, mais ça varie beaucoup en fonction de notre croissance et de nos besoins en outils de communication. Moi, je ne vais pas me faire des ennemis parce que pour le coup, je suis avec des startups et je suis plus le côté agence. Je pense qu'on peut trouver, comme tu disais très bien, des solutions. Nous, on accompagne une startup à Lille qui s'appelle HelioCity. Le principe est de mettre en relation la voiture avec le smartphone, donc avec plusieurs possibilités derrière. Et donc, du coup, en fait, on les accompagne
presque limite gratuitement parce que ça nous permet aussi de tester certaines technologies qu'on a envie de mettre en place. Donc du coup, c'est une sorte de deal win-win qu'on a trouvé avec eux. C'est assez intéressant, je pense qu'on n'est pas obligé forcément d'avoir un gros budget. Juste parce que, du coup, je rebondis aussi sur quelque chose que tu disais au début. Quand je disais au départ d'avoir des objectifs et d'avoir un objectif clair, c'est surtout qu'on n'a pas essayé pour 5 000 €, on va dire, de faire appel à 10 agences. Parce que c'est... comment dire, j'ai pas envie de me faire des ennemis pour le coup. Hein. C'est plus, on va dire, c'est une perte d'énergie pour les agences. Il y a très peu finalement de sorties derrière, on va dire, de campagnes en place. C'est plus, on va dire, des sortes de prendre des idées par plein d'agences, se nourrir de plein d'idées et derrière essayer de faire en interne, par les stagiaires ou pas, les idées que les agences nous ont données. C'est sûr que c'est assez compliqué pour une startup à un moment donné, le jour où vous allez arriver à contacter une agence, soit de manière très tôt ou plus tardive, enfin peu importe. J'entends souvent des startups qui ont du mal à contacter les agences, tout simplement parce que vous êtes des startups en fait, et que vous n'avez pas de budget et les agences en ont conscience. Et malheureusement, il y a beaucoup d'agences qui ne sont pas intéressées à vous répondre. Je partage mes bureaux avec des startups, donc je le vois aussi aux premières loges. Et l'année dernière, je m'étais amusée à faire le tour des agences en caméra cachée avec l'un des speakers qui est sur la prochaine conf, quand ils se sont mis à chercher une agence RP. Et du coup, ils avaient envie d'aller voir ce qui existait. Et moi, j'avais très envie d'aller analyser et voir ce que faisaient mes concurrents, quoi. Donc, je lui ai dit, je peux t'accompagner, etc. Il m'a dit oui, donc c'était cool. Pour l'occasion, je m'étais baptisée Cécile et j'étais officieusement petite amie étudiante en communication de l'un des cofondateurs. Et donc, du coup, j'avais fait le tour des agences avec eux. Je te coupe une seconde, mais c'est aussi pour ça que de façon générale, les structures et même le fait de se mettre ensemble, c'est-à-dire que vous êtes une toute petite start-up qui a peu d'impact. C'est pour ça, par exemple, que rentrer dans un accélérateur, le camping ou les autres accélérateurs qui existent aujourd'hui, est une force incroyable. Parce que nous, quand on va voir, nous, on a un pouvoir de conviction parce qu'on est plusieurs. Donc on peut convaincre des agences de travailler pour nous gratuitement parce que c'est utile pour elles, parce qu'elles veulent éventuellement justement attaquer ce marché start-up qui représente un marché pour elles. Donc en groupe, vous toutes, start-up, vous représentez potentiellement un marché pour des agences. Et c'est pour ça aussi que... c'est pour ça que se mettre dans des espèces de coworking, dans des accélérateurs, dans des incubateurs, ça représente un potentiel pouvoir. Notamment parce que ces espaces ont aussi un certain nombre de prestations incluses en communication assez souvent. Mais donc juste pour terminer mon exemple qui correspond un peu à ce que dit Solon sur son point de vue d'agence, c'est que si votre budget n'est pas suffisant, voire si vous ne souhaitez pas communiquer sur votre budget, les agences ne vont pas forcément avoir envie de vous répondre. Il y a énormément d'entreprises qui contactent les agences, on reçoit beaucoup d'emails entrants. Vous parlez souvent en brief, en rendez-vous d'objectifs de malade, et on dit ok, très bien, on peut regarder ce que vous faites, et le budget c'est quoi? On ne sait pas. Donc, on peut comprendre qu'on ne sait pas, ou on peut comprendre que vous ne souhaitiez pas le dire dans la mesure où il est vrai qu'il y a aussi des gens il y a aussi des prestataires qui vont forcément prendre tout votre budget, je ne vais pas dire le contraire, donc ça peut être flippant que de dire ce budget dans ce sens-là, mais aussi parfois vous allez dire voilà, j'ai 500 personnes sur ma communauté et dans 4 mois j'en veux 50 000 et avec ça j'ai 2 000 €, et puis vous faites quoi pour moi? Vous imaginez bien qu'il n'y a pas de réponse, parce que déjà vous prenez 4 mois de stagiaire, c'est déjà votre budget. Donc faut aussi être parfois un peu réaliste par rapport à ce que vous demandez aux agences. Vous ne savez effectivement pas ce que vous demandez assez souvent, donc comme le dit Solon, il y a beaucoup de pertes de temps. Et parfois c'est se projeter à la place des agences, parce qu'il y a énormément d'entreprises qui appellent des agences. Qu'est-ce que vous nous proposez? Donc ils vont monter les compètes. Donc voilà notre brief de départ, vous avez 10 jours pour nous répondre. Donc on a envie d'avoir un super PowerPoint avec 50 slides qui répond à la question. Et puis à la fin, ils prennent tous les PowerPoint, ils vont nulle part, et puis ils prennent toutes les idées et ils les exécutent. Donc c'est aussi, si vous cherchez des agences, être aussi un minimum honnête vis-à-vis des personnes que vous contactez. Si vous contactez des agences, c'est pour le faire pour de vrai, vous donnez votre budget, qu'on travaille sur des choses réalistes, et aussi afficher les couleurs dès le départ, et non pas aller faire des compétitions et faire perdre notre temps et votre temps, parce que ça ne va pas marcher non plus. Alors, je pense que ce qui est très important, c'est le brief de départ, parce que le brief qu'on va fournir à l'agence, c'est là où on cadre, où on donne une direction, où on sait où on va aller.
Maintenant, je n'estime pas que ça soit une perte de temps, parce que ça fait partie aussi de l'apprentissage. Briefer des agences, faire des choses comme ça, sans se prendre, parce que quand on est entrepreneur, on sait très bien où on est, on sait très bien quels sont nos moyens, donc il ne s'agit pas de se prendre pour des grands, briefer des super agences, mais allez-y, quoi. Il faut avoir aussi un peu de culot, quoi. Quand on est entrepreneur, il faut taper à des portes qu'on pense pas possible de déverrouiller. Mais il faut le faire avec, une fois de plus, beaucoup de transparence. Nous, on arrive, voilà notre brief, voilà nos objectifs. C'est des objectifs qui sont commerciaux pour nous. On est là aujourd'hui, on veut être là dans 6 mois, là dans 1 an. On a besoin de vous pour ça, ça, ça. On a tant de budget. Et voilà, comment on fait? Il y en a qui vont nous répondre, pour ce budget-là, on peut faire ci, pour ce budget-là, on peut faire ça, etc. Nous, on leur explique après, on peut parler, discuter sur ce budget, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, aujourd'hui, on peut vous payer peut-être X, mais demain, ça sera X plus Y. Et alors, ce Y, ça va être un succès si grâce à vous, on arrive à atteindre tel objectif. Et dans ce cas, on débloque ce Y. Parce que si nous on peut atteindre cet objectif, ça veut dire que nous, on sait qu'on aura dégagé les fonds pour les rémunérer là-dessus. Et ça rentre une fois de plus, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous allez voir de tout dans les agences, c'est comme partout. Il y a des agences qui vont être super, d'autres, ça va être des branquignoles, mais le monde est fait comme ça de toute façon. Donc, et il s'agit juste d'identifier, comme je disais tout à l'heure, le partenaire que vous allez sentir le mieux et avec qui vous allez pouvoir bosser sereinement et de la meilleure des façons. Moi je suis assez d'accord en fait, parce que du coup dans notre travail de mise en relation, on met souvent en relation une agence web ou une agence RP. Là récemment c'était une agence de publicité à Levallois avec une société qui lançait un site e-commerce de mobilier. Ils leur demandaient 10 000 € avec 5 000 € en échange, donc en mobilier parce qu'ils avaient besoin de relooker un peu leur agence, et 5 000 € en cash. Et c'est vrai que du coup, on a partagé avec ce site e-commerce, qui est un site très sympa de mobilier, un peu tout leur stress de dire voilà, c'est quand même un investissement et nous on veut un ROI parce qu'on sait qu'on doit trouver une baseline plus punchy, on sait qu'on doit peut-être améliorer un peu le design de notre site pour arriver à un meilleur canal de conversion et générer plus de trafic. On sait qu'on doit faire des RP, des partenariats, etc. On sait que la période de Noël arrive et qu'on a en face des gros concurrents. Est-ce que 10 000 € c'est beaucoup? Et du coup, alors on a partagé ça et moi j'avais un peu conseillé à ce site de dire voilà, faut pas non plus attendre, quand on prend une agence de relations presse ou une agence de communication en général, faut pas être dans une vision complètement héroïste, mais quand même, faut faire en fonction du budget quand même. Après tout, d'abord, de 1, c'est un peu, le client est roi quand même, après ça dépend de ce que tu payes, mais la base c'est quand même ça, donc tu donnes de l'argent pour recevoir un service, et après, pour obtenir le résultat que tu veux, je pense qu'il y a beaucoup d'allers-retours qui sont nécessités entre l'agence et la start-up, c'est-à-dire que c'est un travail à 2. Quand tu demandes, par exemple, quand tu prends un freelance, autre sujet que les agences, quand tu prends un freelance design, parce que toi tu veux un design, c'est énormément d'allers-retours. Donc, point numéro 1. C'est vraiment des chiens, les gens qui sont les startups, les agences de com nous détestent parce qu'ils savent très bien, surtout si on est parmi les mais pas de complexe sur ça, toi tu veux obtenir un truc parce que tu as besoin du meilleur truc. Donc, tu t'embêtes la personne jusqu'à ce que tu aies obtenu ce que tu veux. Nous, on les déteste pas. Personne dans l'agence sur laquelle je suis, on les déteste pas. Ce que je vous disais vraiment au début, je pense que c'est limite le fait d'aller voir une agence, aller plus la voir plutôt que de dire tiens, j'ai 5 000 €, qu'est-ce que je peux faire avec? Est-ce que tu peux m'éclaircir mon plan, mon objectif là? Parce que Serge Pardon, il y a vraiment beaucoup de cas qui sont venus à nous voir et qui avaient une bonne idée, mais n'étaient pas structurés. Et donc, pour le coup, tu vas avoir une agence, comme tu disais, des branquignoles, ça va être 5 000 €, ils vont te les prendre, tu vas avoir aucun résultat derrière. Surtout que le vivier entrepreneuriat, quand on est une jeune entreprise, il y en a plein qui rôdent autour dans plein de groupes, de choses, parce qu'il y a plein de rassemblements pour les jeunes entrepreneurs. Et quand on est une jeune boîte et qu'on va se lancer, c'est là où on a encore de la trésorerie, et ils le savent très bien. Bon après, je généralise pas du tout, hein, mais c'est juste que ça existe. Exactement. Donc du coup, il vaut mieux déjà essayer de s'éclaircir et puis de se donner des objectifs. Je pense que n'importe quelle agence dont nous, on est prêt à appuyer des startups derrière, à partir du moment où c'est clair et on sait où on va. Je pense que c'est une base, et après,
C'est normal d'ailleurs, même vous pour les startups, vous n'avez pas de temps à perdre, vous n'avez pas d'argent à perdre, donc s'il y a quelqu'un qui vient et vous dit tiens j'ai envie de m'associer avec toi, faire ci, faire ça, si c'est pas clair, tu vas aller dire écoute, éclaircis ton plan et reviens me voir. Nous ça représente tout, c'est des points clés quoi, c'est hyper stratégique, la communication, le design, le packaging, enfin c'est pour ça qu'on essaie de leur faire comprendre quoi, si vous voulez jouer avec nous, on vous explique un petit peu les règles où on va aller, qu'il n'y ait pas de surprise, et que derrière vous ne me dites pas ah bah tiens ça j'avais pas vu, ah bah ça sera tant de plus. Ou ah ouais non mais je peux pas faire autant d'allers-retours. Non, pour ça, être hyper clair dès le début quoi. C'est comme dans un pack d'associés quoi. Notez tout, marquez tout, et comme ça tout est clair, il n'y a pas de surprise. Si l'associé se part avec la femme de l'autre associé, c'est noté dans le pack d'associés tout ça. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas non plus mésestimer, je pense, le rôle de la communication, et je dis ça d'expérience parce que ça fait 2 ans que je travaille au Roping avec des boîtes qui sont constituées essentiellement d'ingénieurs et de commerciaux qui ne réalisent pas à quel point la communication c'est clé de chez clé. Donc tu dois avoir la main, tu peux travailler avec l'agence effectivement si tu as les moyens de travailler avec l'agence pour aller plus vite, pour te soulager, etc., pour avoir une force de travail externe, mais tu dois vraiment effectivement la suivre et à mon avis la choisir sur base d'une affinité. Effectivement, il faut vraiment avoir un coup de cœur quoi, humain, genre ah putain, j'aime bien discuter avec cette personne, on a à peu près la même vision, j'aime bien son style, j'aime bien ses pompes, j'en sais rien, enfin un fit quoi. Nous c'était le cas, on aime bien les pompes de l'agence de relations presse. Non, nous c'est vrai qu'on lui a expliqué, voilà, moi je me lance, je vais lancer le troc, j'ai fait une étude de marché, le troc en France, personne connaît, et on a vu plusieurs agences qui nous ont dit, bah non, nous on peut intervenir et commencer à bosser pour vous à tel prix, et lui il a tout de suite été dans une approche, déjà de s'intéresser beaucoup plus en profondeur à quel allait être l'angle d'attaque le plus intéressant pour constituer un communiqué de presse, est-ce qu'il fallait plus parler de l'expérience historique du dirigeant, ou est-ce qu'il fallait plus vraiment quel terme on allait utiliser. Donc même dès le premier rendez-vous, il a beaucoup mis en phase là-dessus. Et puis après, il a cherché des solutions en se disant qu'on n'avait pas un gros budget. Et on sentait qu'il avait une volonté, un peu ce que tu expliquais, de s'investir sur du long terme et de dire voilà, si ça se passe bien et qu'on a aussi plein de retombées de presse, parce que vous êtes finalement suffisamment sexy pour intéresser les journalistes. Et on sait qu'avec vous, on va pouvoir avoir tout de suite des retombées dans le Parisien, France 2 et tout ce qu'on a eu. D'ailleurs, on était passé sur France 2 2 mois après qu'il ait commencé, et du coup, c'était super, un JT. Et c'est vrai que je pense que, vous allez peut-être me dire le contraire, mais je pense que dans la relation qu'il y a avec l'agence doit aussi juger de est-ce que son sujet va pouvoir l'emmener un peu plus loin, est-ce que ça va être vraiment aussi, il va pouvoir travailler sur quelque chose qui est suffisamment distinguant et qui est suffisamment unique et original pour pouvoir être performant en termes de RP. Là, on parle vraiment de RP. Et je suis parti des grosses agences justement pour avoir cette approche avec les gens, avec les startups. Dans les grosses agences, on n'a pas le temps, donc très souvent c'est tu me saoules, je passe à autre chose. Dans les petites agences, justement, il y a peut-être ce côté que vous cherchez depuis tout à l'heure d'ailleurs, cette affinité que vous allez chercher. Déjà, pour votre gouverne, c'est quand vous allez avoir une agence qui va venir tout de suite vous vendre quelque chose, tout de suite chercher à vous vendre, tout de suite à vous placer des produits ou quoi que ce soit, c'est louche, réfléchissez une deuxième fois. Quelqu'un qui va prendre la peine d'essayer de comprendre, d'essayer d'éclaircir au maximum, d'essayer de vous guider même sur vos choix, je pense que déjà c'est une bonne base parce que ça veut dire qu'il s'intéresse à votre projet, et quelqu'un qui s'intéresse à votre projet, c'est déjà un premier escalier, on va dire une première porte que vous cassez avec votre partenaire, parce qu'à un moment il faut qu'il devienne aussi partenaire avec vous. Pas simplement tu me payes et je te rends un service. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est quand on passe le step avec une agence à devenir partenaire, où la personne croit à notre projet et donne aussi de son temps. Ce que vous disiez d'ailleurs au début avec les stagiaires, à un moment il faut les intéresser. Mais d'ailleurs, la petite anecdote, c'est que là, on a opéré au bout de 3 ans une refonte totale de notre packaging, parce que bon, pour un constat que je vous expliquais tout à l'heure, mais en gros, qu'est-ce qui s'est passé en décembre dernier? On s'est dit, il faut faire évoluer maintenant ce packaging, ça fait 2 ans, on a vu que les rotations n'étaient pas suffisantes, on a fait des études de terrain pour connaître le constat, manque de lisibilité, manque de clarté, manque de gourmandise. Ok, ça c'était noté. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On allait voir des agences, parce que le problème quand on est entrepreneur et quand on est sur notre produit, avec notre packaging, notre image, notre charte graphique, on a des œillères, et on a tendance à se dire, on sait faire ça nous-mêmes,
mais arrive un moment où on réalise que non. Mais ça, il faut du temps. Ça vient avec l'expérience, avec le recul. Enfin, c'est pas inné, on peut pas se dire sinon on aurait fait différemment dès le départ. Et donc on a réalisé ça, on s'est dit bon, on va faire appel à des agences. Et au moment où on se dit ça, vendredi soir, 20h, ça nous arrive de rester au bureau, pas parce que nos colocataires de bureau font de la bière, mais vous avez vu tout à l'heure, c'était ce matin, Guillaume, mais on était là un vendredi soir, et coup de téléphone, bonjour, je m'appelle Thierry, j'ai créé ma boîte de com qui s'appelle Borderline Hub, vous appelez Borderline, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Bon, coup de fil improbable qui venait de nulle part, on s'est dit un petit peu qui c'est ce mec, qu'est-ce qu'il fait, en plus il est belge, absolument rien contre les Belges. Et du coup, bon, bah, suite à ça, on a commencé à rentrer en contact avec lui. On a quand même fait cette petite compète avec une dizaine d'agences, avec, comme j'expliquais tout à l'heure, un brief très clair, avec objectif augmenter nos rotations, parce que on cherche à avoir plus de lisibilité, plus de clarté, plus de grandeur sur notre packaging. Aidez-nous à faire ça, comment est-ce qu'on fait ça? On a besoin de vous à ce niveau-là. Et du coup, ils ont tous répondu à ce brief-là, et il s'avère que eux, je pense que ils avaient le côté borderline en eux, et on l'a bien ressenti. Ils ont été plus qu'une simple agence, et ils ont été vraiment un réel partenaire. Et ils nous ont d'ailleurs d'eux-mêmes, ils ont cerné et compris le problème financier qu'on pouvait avoir derrière, et ils nous ont proposé un réel partenariat avec des beaux enjeux derrière. Et notamment, ils se sont dit, bon voilà, on va jouer carte sur table, l'objectif dans la vie, c'est quand même pas de bosser gratuitement, on n'est pas des mécènes ou autres pour vous, on va se dire, nous, l'objectif c'est de croître aussi avec vous, que vous soyez une belle marque et qu'on en profite. Et qu'on en profite où? Sur le marché belge. Tiens, on est belge, on a le marché belge, vous n'y êtes pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on pourrait peut-être être votre tiens, ça peut être sympa. Du coup, ils sont devenus un partenaire, un distributeur, et il y a réellement quelque chose qui joue derrière, et eux, ils ont beaucoup plus maintenant à y gagner que de simplement être une agence de com sur un moment court avec nous. On va peut-être passer aux questions, d'ailleurs, pour peut-être un peu mieux répondre à la question de la conf, si vous avez des questions. Oui. Moi, j'ai une double question. En fait, la première, c'est par rapport au fait d'incentiver l'agence de com sur les objectifs. Est-ce que ça se fait couramment ou est-ce que c'est une exception? Et l'autre question qui a rien à voir, c'est que les freelance, on a déjà parlé. Est-ce que vous avez des expériences sur l'embauche de freelance? Freelance. Nous, on a un vivier de freelance avec lesquels on travaille, justement, sur lesquels en période de rush, donc ce qui est actuellement le cas, par exemple, on a un vivier qui font partie de certaines niches, on va dire, de groupes d'amis, d'amis, designers, enfin, plusieurs autres spécialités, et on fait appel à eux justement quand on a des gros périodes de niche, de rush sur l'agence, et on préfère justement créer des liens avec ces freelances-là, parce qu'on sait qu'ils seront toujours là quand on en aura besoin, et eux d'ailleurs vice-versa par rapport à l'agence. Les freelances, c'est assez similaire aux agences, sauf qu'ils sont tout seuls. Donc le concept est le même, sauf qu'ils sont moins chers, tout simplement, puisqu'ils sont tout seuls, ils n'ont pas de frais de structure, etc. Et ils peuvent jouer sur leur zone horaire plus facilement qu'une agence qui va avoir des salaires à payer. Donc c'est principalement la grande différence. Le gros avantage, c'est vraiment le tarif. Après, certains inconvénients, c'est que ils ont aussi leur liberté quotidienne dans leurs agendas et qui ne sont pas forcément tous très très pros, et qu'ils n'ont pas non plus forcément tous les outils dont peuvent disposer des agences, qui vont les avoir parce qu'ils vont les payer parce que plusieurs salariés et plusieurs clients. C'est vraiment la grosse différence. Après, sur la partie incentive, nous, pour notre part, on ne le fait jamais. Pour la simple et bonne raison que nous, notre créneau, c'est bosser que pour des startups, donc sinon je pense qu'on en aurait beaucoup trop et qu'au bout d'un moment, c'est pas possible. Et que généralement, quand on rencontre des startups qui nous disent toujours oui, on fait pas cher, mais après on veut paiera plus, ou on fait pas cher, on reviendra des clients, tout un tas d'arguments qu'ils essayent de faire et de nous proposer pour faire baisser les tarifs. Généralement, tous ceux qui proposent ça, c'est généralement ceux qui les apportent pas, en fait. D'une part, moins ils en disent, plus ils en font, généralement, sur cet aspect-là. Et que, tout simplement, après, pour notre part, là, c'est un cas à part, on a aussi des modes de collaboration qui font qu'on s'est commencé à travailler très très bas s'il n'y a pas de budget. Mais, pas d'incentive. Pour notre part, je ne sais pas si ça se fait beaucoup, mais nous, on est contre. Pour les freelances, je les intégrais dans nos agences parce que bien sûr, il faut faire appel à eux comme une agence, que ce soit par contact, proximité ou autre. Il y a souvent une plus belle proximité qui peut se créer. Après, sur les incentives,
il faut faire ça en bonne intelligence. Hein. Je pense que si dès le départ, une fois de plus, vous expliquez clairement les choses, vous allez avoir différentes propositions. On a eu des moitié-moitié, on a eu des un tiers, enfin différents niveaux. Par exemple, l'agence me dit, bon ben voilà, en gros, nous, le tarif, ça sera 10 000. Bon ben ok, on va faire 5 000 première année, et ensuite, ensemble, on va avoir un objectif réaliste, quoi. Il ne s'agit pas de, comme pour eux, comme pour nous, de partir n'importe où. Et comme ça, si les choses sont bien faites et que ça se réalise, eh ben, ils récupèrent les 5 autres 1000. Voilà. Autre question? Bon, on va passer à la prochaine conférence. Merci.